Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, un livre qui me touche particulièrement, Faire le deuil de soi, de Nicolas Menet. Je veux pouvoir mourir comme j'ai vécu, libre. Pourquoi ce livre me touche-t-il particulièrement? Parce que ce qu'a vécu Nicolas Menet, quelqu'un dont je suis très proche, le vit également. En effet, ce sociologue, né en 1979, c'est-à-dire qui a quasiment le même âge que moi, et décédé le 4 février 2023, est mort d'une maladie qui s'appelle glioblastome, un cancer cérébral. Et ce cancer, nommé glioblastome, malheureusement c'est un nom que je connais. Et donc, lire un livre écrit par quelqu'un qui fait face à ce cancer extrêmement virulent et incurable, eh bien, donne, et ce livre-là, c'est vraiment le cas, donne la force de vivre avec, de mourir avec. Donc, Nicolas Menet, qui est un spécialiste du grand âge, un peu ironique, mais c'est quelqu'un qui s'était interrogé dans d'autres livres auparavant sur construire la société de la longévité, le grand livre de la longévité, etc. Donc, quelqu'un qui s'est posé cette question, que faire de nos sociétés avec les gens qui vivent de plus en plus longtemps, mais avec aussi cette question de la mort. Et lui-même, à peine plus âgé que 40 ans, se retrouve à devoir faire le deuil de soi. Puisque la mort s'annonce beaucoup plus tôt que prévu. Le diagnostic. Cette période de joie corporelle et naïve aura été de courte durée. On lui a enlevé une tumeur énorme, il croit s'en être sorti. L'histologie de la tumeur est terminée. Après presque 3 semaines d'analyse ADN, génétique et biologique, l'équipe médicale est en mesure de délivrer le diagnostic du mal qui me ronge. Il s'agit d'un glioblastome, cancer incurable du cerveau qui aurait dû me tuer en 3 mois. Paradoxalement, malgré ce diagnostic morbide, qui aurait eu toutes les raisons de me détruire, je me sens allégé. Ma vie reprend un sens. Je vais devoir m'occuper de cet épineux problème et soigner cette maladie. Traversé par des émotions totalement contradictoires, je ressors de l'hôpital avec l'impression d'avoir un nouveau projet à mener à bien. Un combat à gagner ou à perdre, peu importe. Ce combat, il va petit à petit apprendre qu'il ne peut pas le gagner. Et donc, il va choisir de, non pas abandonner le combat, mais de faire le deuil de soi-même, de se délester jusqu'à l'épure, puis d'avoir ce qu'il appelle la mort comme projet de vie, un projet de fin de vie, c'est-à-dire d'être libre jusqu'au bout et de ne pas se laisser dicter le temps de vie qui lui reste par les médecins, par ceux qui voudraient décider à sa place. Malgré les symptômes de plus en plus lourds de la maladie, il va choisir comment
vivre ce qui lui reste à vivre. Je comprends que dans cette histoire, ce dont j'ai besoin, c'est d'un horizon de projet. Fût-il limité à 2 ou 3 semaines, il me faut m'inventer un avenir, un micro-futur, n'importe quoi. Pour sortir de cette ornière dans ce qu'il faut bien appeler une impasse, je vais prendre les choses en main, avec volonté, avec force. Cela suffit. Et qu'importe si je suis devenu à moitié aveugle, je m'adapterai. Jusqu'à présent, j'ai suffisamment écouté mon corps. C'est maintenant à lui de m'entendre. Employé ainsi, la manière forte va m'aider, non pas à guérir, mais au moins à aller mieux dans ma tête et dans mon corps. J'ai bien compris que je ne guérirai plus, mais je viens de réaliser que je peux me sentir mieux, ce qui est très différent. Je décide de tout reprendre en main à ma manière. Comme l'entrepreneur que j'ai toujours été, j'ai désormais un nouveau travail, celui de me conserver le plus autonome possible, de préparer un grand projet, celui de ma fin de vie. Des derniers instants beaux et non douloureux, consentis, sans drame, ni pour moi, ni pour mes proches, qui commencent à comprendre, ou du moins à pressentir, ce vers quoi nous allons. Mais il s'agit là d'un véritable travail d'équipe, et d'abord avec les médecins avec qui j'ai fini par me réconcilier. À force de les entendre m'annoncer de terribles nouvelles, j'avais en effet développé une sorte de paranoïa médicale, une forme de phobie de la blouse blanche dont j'ai déjà entendu parler et à laquelle, je pense, les médecins sont habitués. C'est à moi maintenant de reprendre ma vie en main, de voir les choses en face. J'ai compris qu'en me laissant porter par les médecins et par l'institution, les protocoles, les programmations de soins et d'injections, j'ai petit à petit été dépossédé de mon libre arbitre. J'en veux pour preuve la décompensation que j'ai subie quand j'étais encore alité, après mon opération. À l'époque, on a même dû me gaver de calmants, car compte tenu du fait que l'institution hospitalière avait fait de moi un objet de soins passifs, j'ai connu une crise de dépersonnalisation. Mais sans ce procédé de réification, l'institution pourrait-elle vraiment fonctionner ? Je réalise aussi que cet épisode dépressif a paradoxalement servi mon émancipation. Après presque 1 an de cette situation d'assistanat, il me paraît urgent de couper le cordon avec la toute-puissance et l'omniscience médicale. À moi d'affronter les choses, à moi seul, dans un face-à-face avec la maladie, la tumeur. Le combat, pas tout à fait le combat, mais l'émancipation de la parole médicale quand on est face à sa propre vie et à sa propre mort. Voilà ce qui pousse Nicolas Menet à construire lui-même avec ses proches ce projet de fin de vie. Et c'est extrêmement difficile à faire dans nos sociétés. Lui a pu le faire parce qu'il a eu la force de le faire, parce que les conditions dans lesquelles il s'est trouvé lui ont permis de le faire. Ça n'est pas toujours le cas face à une maladie comme un cancer cérébral qui touche donc le centre de la pensée. Parfois, il n'est pas possible pour la personne de choisir de comprendre précisément ce qui lui arrive. Et les proches se trouvent bien souvent démunis. Que faire de cette fin de vie ? On propose des traitements qui peut-être permettent d'allonger un peu la vie, mais dans quelles conditions ? Avec quelle souffrance ? Souffrance physique, mais surtout souffrance psychique. Voilà des questions fondamentales, c'est-à-dire, au fond, la vie va s'arrêter. C'est un fait qui, évidemment, est valable pour tout le monde. Nos vies vont s'arrêter.
qui que nous soyons, quand nous ne le savons pas, dans ces cas-là, oui, on sait un peu plus facilement quand. On compte la durée en quelques semaines, quelques mois. Et donc, bien vivre ce qu'il reste à vivre est ce qui est essentiel. Et ce que propose Nicolas Menet, c'est de donner la possibilité aux personnes en fin de vie de choisir leur fin de vie, de choisir ce qu'elles veulent vivre. Avec qui, dans quelles conditions. C'est évidemment difficile, ça n'est pas toujours possible, mais il va donner du sens à la fin de sa vie, à cette maladie qui l'emporte trop tôt. Et ce qui est impressionnant à la lecture de ce livre, c'est l'aspect constructif, l'aspect positif de ce qu'il écrit. Il va proposer une lettre au législateur pour proposer des éléments permettant de mieux suivre, de mieux accompagner la fin de la vie des gens, notamment l'accompagnement psychologique et cette idée de projet de fin de vie. Bref, un livre qui fait du bien malgré le malheur qui frappe. Et quand on est soi-même, par l'intermédiaire d'un proche confronté à la fin de la vie, alors qu'on aurait espéré qu'elle dure plus longtemps, eh bien, lire ce livre-là, ce témoignage, mais aussi ces propositions, eh bien, ça donne une force, un courage et un sens à ce qui semble ne pas en avoir. Bref, un livre qui est tout à fait bouleversant et un livre qui donne vraiment à réfléchir, à aller au bout de ces réflexions qu'on écarte généralement. La fin de la vie, c'est pour plus tard. La fin de la vie, c'est pour les vieux. Une des propositions qu'il donne aussi, c'est justement de sensibiliser les jeunes à la fin de la vie. Parce que la fin de la vie peut arriver n'importe quand. Et que y penser, c'est réinvestir notre condition humaine. Nous sommes mortels. C'est ce qui nous définit. Nous sommes mortels, mais nous sommes vivants. Et ce que nous avons à vivre, même si c'est un temps court, dans des conditions qui ne nous permettent plus de vivre pleinement ce que nous aurions voulu vivre, eh bien, ce que nous avons à vivre, il est essentiel de le vivre mieux qu'on peut, avec ce qu'on est. Nicolas Menet, faire le deuil de soi.